Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité pour débuter l'année 2024. Puis aujourd'hui, je vous parle de bonheur un petit peu. Bonne et heureuse année 2024. Ouais. Santé d'abord, paix, amour et bonheur. Hein, on se souhaite d'être heureux. Dans ma famille, c'est un peu comme ça qu'on se souhaite la bonne année. On se souhaite d'être heureux. Puis, je vous souhaite d'être heureux en 2024. Pourquoi pas? Puis, j'ai écrit un billet de blog la semaine dernière qui s'intitule « Choisir d'être heureux en éducation en 2024 ». Ça se peut-tu, ça? Être heureux? Puis, le bonheur, c'est un choix. Ouais, c'est pas une destination, c'est le chemin. Puis, je m'intéresse au leadership, vous le savez, hein? Tout le monde est un leader. Puis je me rends compte que pour bien comprendre le leadership, il faut comprendre la nature humaine. Parce que quand on est leader, on est d'abord leader de sa propre personne. Puis ensuite de ça, on essaie d'avoir une influence positive sur d'autres personnes. Puis la nature humaine est à l'œuvre à travers tout ça. Puis tout le monde va être heureux à sa façon. On cherche des façons de l'être, tu sais, puis quand on se souhaite la bonne année, on se souhaite au moins d'être heureux. La première chose habituellement qui sort, c'est la santé, parce que si tu n'as pas la santé, tu n'es plus là. C'est assez difficile d'être heureux quand tu n'es pas là. Donc, ça, c'est normal, mais on souhaite le bonheur. Donc, ça se pourrait-tu, ça, en 2024? Le bonheur. Ce qui a inspiré la rédaction de ce billet-là, puis ce qui m'amène à vous offrir l'épisode d'aujourd'hui en toute intimité, c'est un documentaire de Jonah Hill dans Netflix qui s'intitule Stutz, S-T-U-T-Z. Je mettrai le lien du billet de blog dans les notes de l'épisode, mais toutes les références que je vais nommer sont dans le billet. Je mettrai ça dans les notes, là, si ça peut vous intéresser. Le documentaire s'intitule Stutz et je l'ai regardé 3 fois l'année passée, puis j'ai pris des notes chaque fois. Et le passage qui m'amène à parler de bonheur, c'est que Stutz dit à un moment donné dans ce documentaire-là, les gens qui acceptent que la vie est faite de douleur, d'incertitude et de travail constant sont généralement plus équipés et plus heureux que les gens qui essaient d'éviter ces choses-là, quelque chose comme ça. Le setup, j'ai appelé ça le setup de la vie. Comment c'est fait? Il y a de la douleur, tout le monde en a. Il y a de l'incertitude, pas de garantie, on ne sait pas ce qui va se produire. Pour les anxieux, on essaie d'anticiper ce qui va arriver. On se fait des scénarios, de l'incertitude, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec l'aspect financier présentement de tout le monde? Qu'est-ce qui va arriver avec l'avènement de l'intelligence artificielle dans l'économie, mais ensuite de ça, en enseignement, comment ça va venir influencer ce qui se passe dans nos écoles? Il y a toutes sortes de choses qui créent de l'incertitude. Puis le travail constant, c'est qu'on n'est pas sorti du bois, puis la vie est bien faite parce que c'est le travail constant qui fait en sorte qu'on devient qui on est, qui fait en sorte qu'on peut évoluer. Puis au fil de notre existence, on essaie de trouver des moments de bonheur. Hein? Je ne veux pas être trop deep aujourd'hui, là, mais pour partir l'année, mais on cherche un peu ça. Puis quand on accepte que la vie, tout le monde dans sa vie a ça, douleur, incertitude, travail constant, on est mieux équipé selon Stutz, puis plus heureux. Puis je me suis dit, quand j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit, waouh, ça ressemble pas mal à ma vie, ça. Puis après ça, j'ai pris du recul, puis je me suis dit, waouh, ça ressemble pas mal au setup en éducation. Contexte d'amélioration continue, on veut toujours améliorer les choses. J'avais une discussion avec un collègue, un épisode qui sortira dans les prochaines semaines avec un autre de nos collègues, Marc Proulx, je pense, qui avait dit, tu sais, mettons que tu enseignes en secondaire 3, toutes les années, toi, tu es 1 an plus vieux. Les élèves, eux, ont toujours le même âge. Puis, j'avais trouvé ça intéressant, tu sais, c'est nous, on change. Tu sais, on entend souvent l'expression « les jeunes d'aujourd'hui sont différents ». C'est sûr qu'ils sont différents parce qu'ils sont nés à une autre époque, mais ils ne sont pas si différents que ça. Eux autres aussi, ils essaient d'être heureux. Dans l'époque où eux, ils sont nés, on ne choisit pas à quelle époque on vit au monde.
Puis une réalité demeure, c'est que nous, on est toujours une année plus vieux. Chaque année, on est un an plus vieux qu'on l'était par rapport à notre clientèle d'élèves. Puis ça, ben, des fois, ça crée de la douleur. Puis je pense que dans mon billet, je citais Alan Locos qui dit que la souffrance est généralement liée au fait de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Tu sais. On voudrait que ce soit différent que ce que c'est présentement. On voudrait que la taille des groupes soit plus petite. On voudrait que les besoins des élèves soient plus homogènes. On voudrait avoir plus de ressources. On voudrait que les jeunes soient moins sur leur cellulaire ou en tout cas plus faciles à aller chercher au niveau de leur attention. Puis, tous ces désirs-là, tous ces souhaits-là, en d'autres mots, on voudrait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ben ça crée de la souffrance, ça crée de la douleur. Puis, je me dis, c'est difficile d'être heureux quand on résiste à ce qui est là, tu sais. Puis, quand je lance l'invitation, puis je nous la lance, l'invitation, c'est pas plus facile pour moi parce que j'en parle. Est-ce qu'on peut choisir d'être heureux en éducation avec tout ce qui est là? Accueillir ce qui est là, là. Parce que tout ce qui est là, c'est là. Il n'y a rien qu'on peut faire pour changer ça. C'est là présentement. Si on veut créer un avenir différent, ben, il faut partir de ce qui est là. Il faut partir de ce qui est là. Et peu importe le chemin qu'on va choisir d'emprunter dans nos milieux, les projets éducatifs sont renouvelés. Le plan d'engagement vers la réussite est renouvelé dans différents milieux. Ou le plan d'amélioration d'école, dépendamment dans quelle province vous œuvrez. On a toujours des nouveaux plans. Et le plan veut toujours améliorer les choses. Et peu importe le chemin qu'on va choisir d'emprunter, à partir des enjeux qu'on cible, à partir des objectifs qu'on se fixe, il n'y a pas de garantie. On peut partir des meilleures recherches, des meilleures données, les meilleures pratiques éprouvées. Il n'y a pas de garantie. Je ne suis pas en train de discréditer les bonnes pratiques. Entendez-moi bien, là. Mais il n'y a pas de garantie. Je peux regarder l'élan de Tiger Woods au golf et me dire, je vais essayer d'imiter l'élan de Tiger Woods au golf. Je ne l'appliquerai pas à la perfection, la théorie. Donc, là, il y a une marge de manœuvre, il y a une marge d'erreur. Et puis, on n'est pas des médecins. Dans le sens qu'on ne peut pas endormir nos patients puis travailler dessus comme un scientifique. C'est des êtres humains. On n'en a pas un à la fois, on a 32 à la fois. Puis ça bouge. Ils ont des émotions. Ils ont des aspirations. On a besoin de connecter avec eux pour être capable de transmettre puis de bâtir la compétence. C'est complexe. Incertitude et travail constant. Ça prend toute une carrière pour bâtir sa pédagogie. Ça prend toute une carrière pour développer son leadership. C'est un travail constant. Et si on peut accueillir le processus qu'est le développement de notre propre compétence en éducation, je me dis, on a une chance d'être heureux. Parce qu'il n'y en a pas de fil d'arrivée. Tu sais. Il n'y en a pas de... L'horizon est toujours plus loin. L'amélioration continue est toujours plus loin. Si on atteint toutes nos cibles, ben, il y a quelqu'un qui va faire un autre plan avec des cibles encore plus élevées. C'est comme ça en éducation. C'est le setup. C'est le contexte. Puis le documentaire de Stutz, qui partage plein d'outils que je ne nomme pas, là, mais c'est tellement intéressant. Tellement intéressant. On parle beaucoup de bienveillance en éducation présentement. Ça doit être parce que les gens, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. On parle beaucoup de bien-être, santé mentale. Donc, je me dis, si on veut être heureux, ça veut dire qu'il y a peut-être moins de souffrance. Puis je me dis, y a-t-il de la souffrance qu'on pourrait éviter si on se donnait les outils, si on élevait notre niveau de conscience? Je me dis, ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que j'ai partagé d'entrée de jeu dans le billet de blog. Je parlais de ce documentaire-là. Je vous invite à regarder ça. Puis, il y a toutes sortes de livres que je pourrais vous recommander, mais juste d'être conscient que la souffrance, souvent, c'est nous qui la créons par nos pensées. Je ne parle pas de souffrance physique, là. Je parle de quand on résiste à notre réalité ou quand on choisit de ne pas challenger les idées qui nous viennent à l'esprit, ça crée de la souffrance inutilement. Puis ça, ben, en 2024, je nous souhaite de peut-être étudier ça. Puis de choisir d'accueillir ce qui est là.
Puis ensuite de ça, j'ai parlé de posture. Tu sais, si on connaît le setup, ce que c'est, il y aura de la douleur, de l'incertitude, du travail constant. Mettons qu'on l'accepte, ça. Ça, c'est le setup. Après ça, il y a la posture requise pour être en éducation. Parce qu'on travaille avec d'autres personnes. Toutes les cibles qu'on se fixe passent par les autres personnes. Il n'y a pas un pédagogue qui peut atteindre les cibles pour son école. On passe par nos élèves. C'est les élèves qui atteignent les cibles pour nous. On tente d'influencer ça, tu sais. Donc, c'est quoi la posture? Pour être capable d'être heureux dans le processus ou qui nous invite à peut-être amener les élèves à se dépasser, à repousser leurs limites à eux, dans leur vie, dans leur contexte, à eux, qu'ils n'ont pas choisi, je le rappelle. Ils font du mieux qu'on peut. Donc, j'ai ramené le mot coachable. C'est un mot que j'utilise souvent. Je parle beaucoup de leadership et de coaching et l'idée d'être coachable dans la posture, mais j'avais jamais pris le temps de mettre par écrit ce que j'entends par coachable. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chacune des lettres du mot coachable. J'ai créé même un visuel. Vous pourrez consulter le billet de log si ça vous intéresse. Là, mais j'ai créé un visuel avec un adjectif par lettre. Puis dans le billet, je prends le temps, comme je vais faire présentement oralement, je prends le temps de donner les grandes lignes de façon très, très concise. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et comment ça peut nous aider à avoir l'impact qu'on veut en éducation, le faire en équipe, mais aussi peut-être être heureux à travers ça. Aimer ça, être là. Pas juste aimer ça quand c'est vendredi ou quand il y a un congé qui s'en vient. Tu sais. On l'a choisi, cette profession-là. On a choisi d'être en éducation. Ça se peut-tu retomber en amour avec ça? Il me semble que ce serait le fun. Coachable. Donc, la première lettre, c'est curieux. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais quand on est curieux, ça veut dire qu'on veut savoir quelque chose. Si je veux savoir quelque chose, c'est parce que je ne le sais pas, tu sais. Forcément. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée de ne pas savoir des choses en éducation? Parce que quand on tente d'innover, on ne peut pas innover avec des certitudes. Il y a de l'incertitude. Il faut chercher à comprendre l'autre, comprendre l'idée. Pourquoi il y en a qui disent que c'est telle approche qui fonctionne? OK? Est-ce qu'on est curieux? Wow! Imaginez les gens qui ne se donnent pas la permission de ne pas tout savoir, le poids qu'ils ont sur les épaules. Être curieux. Être à l'aise avec l'idée de ne pas savoir quelque chose, ça nous permet d'activer notre curiosité. Et la curiosité, c'est l'ingrédient secret pour apprendre. Et n'est-ce pas qu'en éducation, on est dans la business, entre guillemets, de l'apprentissage? C'est pour ça qu'on est là. Pour apprendre, il faut être curieux. Comment peut-on, en 2024, œuvrer en éducation si on n'est pas capable, entre nous, d'activer notre curiosité, qui sous-entend qu'on est à l'aise avec l'idée qu'on ne sait pas tout. Être curieux. Ouais. Deuxième lettre, coachable. O. Être ouvert. Il faut faire preuve d'ouverture. Et il y a un risque quand même quand on s'ouvre. Quand on s'ouvre à de nouvelles idées, quand on s'ouvre à de nouvelles stratégies, quand on s'ouvre à de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle, on s'ouvre à la douleur. Pour certaines personnes, en tout cas. Je pense que c'était Carl Jung qui dit qu'aucune prise de conscience ne vient sans douleur. Tu sais, si ça fait 20 ans que j'enseigne d'une telle façon, avec tel concept, avec telle stratégie, puis j'ai une certaine efficacité avec ça, je suis à l'aise avec ça, et soudainement, je prends conscience d'un outil, d'une stratégie, d'une approche qui est encore plus efficace, qui peut m'amener encore plus loin. Pas moi, mais les élèves qui me sont confiés. Peut-être que certaines personnes peuvent réagir négativement à ça. Il y a peut-être des gens qui peuvent avoir honte de ne pas avoir su ça avant. Il y a peut-être des gens qui peuvent être frustrés parce que là, on se rend compte, OK, c'est vrai, je suis d'accord, ça va. Mais là, il faut que je remonte. Mon cours était monté, il faut que je recommence. Il y a des gens qui peuvent peut-être en vouloir à leurs collègues de ne pas l'avoir su avant. Il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent être vécues quand on est ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles stratégies. Il y a aussi des réactions qui peuvent être très positives. Il y en a qui sont très ouverts à l'idée de voir quelque chose. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, puis on se dit « OK, je viens d'apprendre une nouvelle approche, merci.
je m'essaye. Ça dépend de la posture, ça dépend de... Il y a des gens qui ne se donnent pas la permission d'être parfait. Puis je me dis, on respecte ça. Mais les réactions, quand on demande aux gens de faire preuve d'ouverture, il faut juste être conscient que pour certaines personnes, ce qu'on leur demande, c'est de s'exposer à la douleur parce qu'ils sont très sévères envers eux-mêmes. Ça, mais il faut juste être conscient de ça. Quand on demande aux gens de faire preuve d'ouverture. Fait qu'on est curieux, on est ouvert à... Je me souviens pas, le troisième. Ambitieux. J'ai pas de note devant moi, là. Le troisième, c'est ambitieux. N'est-ce pas qu'on est ambitieux? En tout cas, je vous souhaite d'œuvrer dans un milieu où il y a de l'ambition. Quand on a de l'ambition, ça en dit gros sur ce qu'on pense de notre équipe. Ça veut dire qu'on vise haut. On a de grandes aspirations, mais il y a un mot caché dans ambitieux. Puis le mot caché, c'est espoir. J'ai rarement rencontré des gens qui ont de l'ambition s'il n'y a pas d'espoir. Puis je ne le sais pas, peut-être que vous côtoyez des élèves, peut-être même des collègues, où vous vous dites, j'ai des doutes, je ne suis pas certain que cette personne-là a de l'ambition. Extérieurement, alors on ne sait pas tout, là, comment les gens vivent leur réalité, mais tu te dis, ouais, je ne suis pas certain qu'il y a de l'ambition. Moi, je vous invite à vous poser la question, est-ce que la personne a de l'espoir? Parce qu'on pourrait se raconter que la personne n'est pas engagée, que l'élève n'est pas engagé, que le collègue n'est pas engagé. Mais c'est quand même rare que ça arrive, ça, pensez-y, que les gens ne sont pas engagés. Il y a quelque chose qui se passe en arrière de ce qu'on voit. Puis je me dis, l'espoir. En 2024, avec tout ce qu'on vit présentement, là, les gens portent avec eux là, une charge émotive là, quelconque qui vient de quelque part, la santé, le stress financier, le rattrapage avec l'école, la pandémie. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Puis peut-être qu'on est appelé à être des marchands d'espoir. Puis si on peut générer un peu d'espoir, ben peut-être qu'on peut réactiver l'ambition dans nos milieux. Donc être coachable, on a besoin d'être ambitieux soi-même. Puis si on n'a pas l'espoir, ben peut-être côtoyer des collègues puis de voir ensemble comment on peut trouver des possibilités. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est un travail d'équipe sur l'éducation, puis l'espoir, trouver des façons de faire qui nous permettent d'anticiper un avenir meilleur. C'est un peu ça l'espoir. Je pense que c'est possible que ce soit mieux que ce que c'est présentement, même si j'accueille ce qui est là présentement. Wow! Donc, ambitieux. Donc, coachable. Le deuxième C, c'est confiant. Confiant. On est confiant, puis je côtoie beaucoup de leaders qui sont confiants en éducation. Moi, je peux vous dire qu'une chose que je remarque, c'est que les personnes qui sont confiantes, ce sont des personnes qui sont préparées. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hein? La préparation mène à la confiance et à la compétence. Il n'y a pas de garantie encore là. Mais le manque de préparation mène forcément à la médiocrité et parfois même à l'échec. Ça, c'est certain. Mais si vous aimeriez être confiant ou si vous appréciez les gens qui sont confiants, ben c'est parce que les gens sont préparés. Et en équipe, pour augmenter la confiance de l'équipe, c'est le fun de savoir qu'on peut compter sur nos collègues quand ça compte. C'est le fun de savoir que nos collègues se présentent préparés pour ce qu'on a à faire. On contrôle ce qu'on contrôle. Notre attitude, notre préparation. Ça, mais ça mène à une certaine confiance. On est confiant, mais on est humble. H dans coachable. Humble. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Toutes les personnes dans une équipe peuvent enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre. On amène tous un morceau du casse-tête. Mais c'est important d'être humble. Dans ma formation avec John Maxwell, à un moment donné, il avait fait une de ses conférences. Il avait expliqué l'importance de rester entre les lignes. Quand on conduit, il faut rester entre les lignes. Lui avait dit, on n'est jamais aussi bon que notre meilleure performance, mais inversement, on n'est jamais aussi moche ou poche que nos pires performances. T'sais. Pas trop haut, pas trop bas. Quand ça va bien, on prend notre gaz égal, comme on dit. Excellent, on est content, humble. Parfait, on le prend le temps que ça passe, on travaille pour ça. Humble. Confiant, mais humble. Ouais. Prochain A dans Coachable. Apprenez. Comment pouvons-nous espérer en 2024 accompagner nos élèves
dans le monde d'aujourd'hui, si on n'est pas nous-mêmes des apprenants. Des apprenants de la matière qu'on enseigne, des apprenants de la pédagogie, des apprenants du numérique et j'ose le dire, de l'intelligence artificielle. Dans mon billet de blog, j'ai mis une vidéo, un TED Talk de Sal Khan, 17-18 minutes, extraordinaire. Présentement, en éducation, il est possible de placer dans la poche de chacun des élèves un tuteur de haut niveau qui ne donne pas les réponses, mais qui pose de bonnes questions, qui relance. Puis il y a même un réglage qu'on peut activer, la version enseignant qui lui donne des réponses. L'aide qu'on demande tant dans nos écoles présentement est possiblement là. Il faut travailler fort pour mettre des balises, il faut travailler fort pour éviter des dérapages. Regardez ce TED Talk-là. C'est tellement important qu'on soit des apprenants présentement en éducation pour accélérer l'impact qu'on est capable d'avoir avec nos jeunes et ça nous donnerait peut-être la place pour le rôle humain. Que l'intelligence artificielle vienne augmenter l'intelligence humaine. Et forcément, vers où notre société s'en va présentement avec l'avènement du numérique puis de l'intelligence artificielle, je me dis, si on parle de bonheur, la connaissance de soi, prendre conscience de ses émotions, de ses aspirations, de ses pensées, prendre conscience de l'humain. On aurait peut-être le temps de faire ça. Si on pouvait consigner ou déléguer au numérique ce qu'il est capable de faire pour nous aider et enseigner à nos élèves à s'acquitter de leurs responsabilités en utilisant ces outils-là. Tu sais, Microsoft a appelé ça un copilote. Copilote, ça veut dire qu'il y a un pilote. Copilote, il y a deux personnes. Il y a un humain, puis il y a le... Mais si on n'enseigne pas ça à nos jeunes, le copilote devient le pilote. Tu sais, là. Puis je pense que c'est pas ça l'idée, là. Que l'humain devienne ou demeure ou reste le pilote et qu'on ait un copilote qui facilite. Parce que le numérique, c'est ce que ça fait, ça facilite ce que l'humain tente de faire. Donc, le A, c'est pour apprenant. Wow! Si notre business, c'est l'apprentissage, on a intérêt à être des apprenants et à le demeurer apprenant. Le B, c'est pour bienveillant dans Coachable. Le B, bienveillant. Quand on est bienveillant, ça veut dire qu'on a une prédisposition ou en tout cas une façon positive de voir l'autre. Et puis, notre présence devrait améliorer les choses pour l'autre. Et dans mon billet, je disais que parfois, il y a des incohérences. Tu sais. Si on voit favorablement nos élèves tels qu'ils sont, si on accepte qui ils sont, leur génération, tu sais. Si on accepte qu'il y en a eu une pandémie qui a eu des impacts sur toute la société, y compris nous, y compris les élèves, si on l'accepte, ça, tout ce qu'on peut faire dans nos écoles présentement, c'est de continuer à partir d'où les gens sont rendus. On ne peut pas demander aux gens de retourner en arrière pour rattraper du temps. Êtes-vous capable de faire ça, vous? Rattraper du temps? Tu peux pas. Tu sais, si je m'entraîne, je veux être en forme, je m'entraîne. Là. J'ai un programme, puis là, je prends une pause de 2 semaines. Je peux pas les rattraper, mes 2 semaines d'entraînement. Ce que je peux faire, c'est que je peux continuer à m'entraîner. Ouais, je peux continuer. Tout ce qu'on peut faire en éducation, c'est continuer. Puis quand j'entends parler de rattrapage, puis de reprendre du temps perdu et de bienveillance, je me dis, il y a comme une incohérence. Il y a comme une incohérence. Ouais. Si on veut être bienveillant, peut-être qu'on pourrait ajouter le verbe s'adapter au lieu de se rattraper. On peut partir d'où sont rendus nos apprenants, puis on continue de là. On continue. Si vous étiez un élève dans une école présentement qui en a pris du retard, quelle approche vous servirait le mieux? Des adultes qui vous lancent le message que on t'aime beaucoup, mais go. Ou on se dit, regarde, t'es rendu là, extraordinaire, merci d'être là. On y va, puis voici, nous autres, on a pensé à notre affaire, on a ciblé des apprentissages essentiels, on va t'enseigner ce qui est vraiment important. On s'est adapté. Ça va bien aller. Wow! B pour bienveillance. Le mot caché, c'est s'adapter. Si je suis concis. Là. On arrive au L. Leader.
Coachable, le L, c'est leader. Quand les choses vont mal, un leader prend la responsabilité. Quand les choses vont bien, le leader donne le crédit à l'équipe. Quand les choses vont mal, c'est pas de la faute du leader nécessairement. Mais ça peut être grâce à lui si les choses s'améliorent. Un leader regarde toujours qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle ou d'influence. On regarde une situation et on se dit, je peux agir, j'ai la responsabilité d'agir, j'ai le désir d'agir pour aider. En éducation, on a besoin d'avoir un désir élevé d'agir. Encore faut-il qu'on pense qu'on peut agir. Wow! L'année passée, en 2023, vous vous souvenez de ça? 2023? J'ai entendu souvent l'expression « valoriser la profession ». Moi, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que la société valorise la profession tant qu'on ne commence pas nous-mêmes à parler positivement de notre propre profession. Ouais. Puis parler positivement de notre profession, c'est de parler qu'on peut agir, qu'on en fait une différence, qu'on en a des stratégies, qu'on en a un pouvoir d'action. Watch out 2024. Vous me suivez? Si on parle positivement de notre profession, peut-être que les gens vont voir, hey, c'est-tu quoi? Ouais. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens le fassent pour nous. Ouais. Ça, c'est mon invitation pour vous en 2024. On va être heureux. Puis peut-être que si on est heureux, on va parler positivement de qui nous sommes, de ce qu'on représente. On est important. L pour leader. Puis le dernier, le E, c'est empathique. Empathique. Parce qu'un leader est au service de l'autre. Puis l'autre vit des choses. L'autre est rendu là où il est rendu. Et puis, j'aime beaucoup la définition de Brené Brown de l'empathie. C'est être capable de ressentir avec l'autre. Mais elle, ce qu'elle ajoute, je pense que c'est le 4e point dans le billet, c'est il y a absence de jugement. Non verbalement, là, tu sais. Parfois, dans une rencontre, quelqu'un va dire quelque chose. On n'a pas besoin de parler pour juger. Hein? Le non-verbal peut faire le travail. L'empathie, c'est non-verbal. Ouais. Et l'empathie, c'est notre super pouvoir en éducation parce que c'est ce qui nous permet de connecter avec l'autre. Et si je parlais tantôt de douleur, d'incertitude et de travail constant, mais ce qu'on demande à nos élèves, c'est souvent de se dépasser, de sortir de leur zone de confort, de donner un effort soutenu pour se développer, bâtir leur capacité, développer leurs compétences, acquérir des connaissances. Puis, je pense que c'est Gabor Maté qui disait quelque chose comme « Le sentiment de sécurité ne vient pas de l'absence de menace, il vient de la présence de connexion. » Puis parfois, dans nos milieux, on veut rendre nos milieux sécuritaires, invitants, et c'est tant mieux. Quand vient le temps d'apprendre des choses, de prendre des risques cognitifs, ben, c'est pas seulement d'éliminer la menace qui est important, c'est qu'il y ait une connexion. Puis si on peut être empathique, qu'on accueille l'autre dans ce qu'il est, là où il est rendu, et qu'on déploie nos stratégies pédagogiques pour ce qu'on est là. De toute façon, on est là pour agir sur ce qu'on voit. Il me semble qu'on peut aller loin dans la création de ce climat-là qui permet à l'autre de devenir. Puis il me semble que ça peut être tellement valorisant pour nous d'agir sur le développement des gens qui nous sont confiés. Il me semble que ça peut contribuer à notre bonheur en 2024. Donc, tu sais, il y avait le setup du départ. Douleur, incertitude, travail constant. On accepte ça. Ensuite de ça, on est coachable. Puis à la fin, ben, je parlais du bonheur, ben, ce que je nous souhaite pour 2024, c'est d'accepter le setup. On le sait, ça, c'est un acquis. Il y aura de la douleur en 2024. Il y a de l'incertitude, on n'a aucune idée de ce qui va arriver. Et ça va demander du travail. Ça, c'est là. Mais être coachable, par exemple, ça, c'est un choix conscient qu'on peut faire et ça coûte gratuit. Imaginez ce qui devient possible instantanément dans votre milieu si adultes et enfants choisissent de se présenter chaque jour dans votre milieu avec les adjectifs de coachable dans leur poche en arrière. Qu'est-ce qui devient possible instantanément? Wow!
Mes très chers collègues, c'était mon grain de sel pour aujourd'hui. Premier épisode de 2024, 8e épisode de la saison 4 du podcast. Merci de prendre le temps d'écouter le podcast, ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de vous présenter mes prochains invités qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Bonne année 2024, bonne continuation et santé et bonheur pour vous en 2024. Bye tout le monde, à bientôt.